Bonjour, je pense que maintenant vous nous entendez, on laissait 5 minutes pour que les retardataires puissent nous rejoindre. Je suis très heureux de vous parler aujourd'hui de Témia avec mes co-associés, Raphaël Balestiero, Clara Baquier. Alors moi je vais faire l'introduction, je vais faire la première partie si vous voulez, parce que je sais, si vous vous êtes inscrit, c'est parce que vous voulez voir comment fonctionne Témia, et c'est Clara qui va vous expliquer, et vous voulez comprendre comment fonctionne Témia, et c'est Raphaël qui va vous l'expliquer. Donc moi je suis là ici pour permettre à chacun de finir peut-être son déjeuner ou de se connecter. J'aimerais vous parler de droit, puisque Témia fait du droit, puisque Témia s'adresse aux professionnels du droit, et je crois que fondamentalement, tous les professionnels du droit, depuis la plus haute antiquité, font relativement la même chose. Et peu importe leur profession exacte, peu importe leur champ disciplinaire, peu importe l'époque dans laquelle ils vivent et ils exercent, nous autres, juristes, nous cherchons des normes dans des textes et on les applique aux faits. Ce sont deux tâches qui s'énoncent de manière très simple et qui pourtant, ben, on le sait tous, sont véritablement très compliquées. Et ça n'a pas changé même s'il y a eu des révolutions dans la pratique. Et on va essayer de se rappeler de quelques révolutions passées pour se dire qu'aujourd'hui, nous vivons une révolution. Alors, il y a eu plusieurs révolutions et je crois qu'à chaque fois, il y a eu une volonté ou une opportunité, une technologie et une crainte. Si on se rappelle des grands anciens, vraiment dans l'Antiquité, et aussi un peu plus tard dans le droit ancien, l'idée c'est que pour étudier le droit, on se déplaçait auprès de maîtres et on apprenait auprès de ces maîtres. Et puis, quand on a redécouvert le droit romain, quand on a commencé à codifier des coutumes, il y a eu une opportunité. Et cette opportunité, c'est l'imprimerie. On a ainsi produit des documents, gros, comme ça. Et avec cela, il n'y avait plus besoin de se déplacer. On commandait le livre, on étudiait et on devenait juriste. Il y a une crainte, perdre le métier de juriste, perdre cette transmission de maître à élève. Tout le monde pourrait acheter un livre de droit, apprendre le droit et finalement devenir juriste. Mais en réalité, dans le texte, trouver des normes, c'est un métier. Et l'imprimerie a facilité la vie des juristes, vous en conviendrez certainement, mais elle n'a pas fait disparaître les juristes. Un peu plus tard, nous avons eu la codification napoléonienne. Et là, elle a été facilitée par l'imprimerie qui a permis de miniaturiser les livres. Ça, c'est le Code civil de 1804. Beaucoup moins cher, du moins à l'époque, beaucoup plus facile à transporter. On avait un Code civil dans toute maison bourgeoise. On avait un Code civil dès lors que l'on savait lire. La crainte a été de dire, mais si tout le monde a un Code civil, et si le droit civil est dans le Code civil, et puis ensuite, bien sûr, dans les autres codes, nous n'aurons pas besoin de juristes. Chacun comprendra quels sont ses droits. Et finalement, vous en êtes bien d'accord, cela a facilité la vie des juristes. Mais cela n'a certainement pas remplacé les juristes. Au XXe siècle, ça a été le siècle des revues juridiques. Il était plus facile, les progrès de la poste aidant, il était plus facile de les envoyer. Et donc, on a changé d'objet d'étude. Là où nous étudions le droit romain, les coutumes, premier temps, puis le code civil au XIXe siècle, ou les autres codes, on s'est mis à étudier ce qu'il y avait dans les revues juridiques au XXe siècle. Et dans les revues juridiques au XXe siècle, essentiellement, il y avait la jurisprudence du Conseil d'État et surtout de la Cour de cassation. Et la norme n'était plus ce qui était dans la coutume, n'était plus ce qui était dans le droit romain, n'était même plus ce qui était véritablement dans le Code civil, mais la norme est devenue ce que disaient les hauts magistrats. À la fin du XXe siècle, on a eu l'informatisation. Ceux qui sont aussi vieux que moi se souviennent peut-être des CD-ROM qu'il fallait charger et actualiser dans les ordinateurs. Cette informatisation a rendu l'accès au droit plus simple. Souvenez-vous aussi des premières versions de Légifrance qui, quelquefois, ne sont peut-être toutefois pas moins bonnes que celles d'aujourd'hui. Enfin, ça, c'est un autre débat, ce n'est pas le nôtre. Tout le monde allait avoir accès depuis n'importe quel ordinateur à une collection considérable de textes juridiques, de commentaires, de décisions. Et pourtant, ça n'a toujours pas fait disparaître les juristes. Simplement, ça a changé la façon de travailler et ça a changé l'endroit d'où l'on cherchait les normes. Aujourd'hui, nous sommes au quart du XXIe siècle et le changement, qui est aussi impulsé par une volonté politique, c'est l'open data. Il y a 3 millions de décisions rendues en France chaque année. Et ces 3 millions de décisions vont progressivement, sont déjà progressivement, c'est en cours, accessibles à tout le monde.
Il y a une possibilité, c'est que nous changions de source de normes. On va moins s'intéresser à ce que dit la Cour de cassation, mais on va beaucoup plus s'intéresser à ce que disent les juges du fond. La norme juridique va devenir le montant que tel juge octroie, par exemple, ou la réaction qu'il a face à tel contentieux particulier, le juge du fond, et pas la question qui est posée à la Cour de cassation. Simplement, le problème, c'est qu'il est impossible de chercher dans 3 millions de décisions rendues chaque année des informations telles à combien on peut indemniser des souffrances endurées à 3 sur 5. Ce n'est pas possible. Va donc avec l'open data l'arrivée de l'intelligence artificielle et ce qui nous sauve, puisque l'intelligence artificielle va pouvoir rechercher dans ces décisions. Alors bien sûr, l'intelligence artificielle elle suscite aussi des craintes. Les juristes aujourd'hui ont peur que l'intelligence artificielle les remplace. Et il est vrai qu'il y a un certain nombre de legal tech qui disent posez votre question, vous donnera la réponse juridique. Écrivez un prompt et vous aurez un contrat tout rédigé. Moi, je ne crois pas que cette révolution-là, plus que les autres, fasse disparaître le besoin de juristes. J'ai envie de dire, comme dans les autres révolutions, nous aurons toujours besoin de juristes parce que nous aurons toujours besoin de gens qui sont capables de lire des textes et d'en tirer des normes, puis de les appliquer aux faits. Et ça, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va le faire. Mais en revanche, il va y avoir une aide considérable qui va être apportée aux juristes qui sauront maîtriser les outils. Nous, chez Temia, notre credo, c'est que l'intelligence artificielle nous sert à lire les milliers de décisions qui sont rendues chaque mois, de vous sélectionner les décisions qui sont pertinentes. Nous parlons aujourd'hui de dommages corporels. La sélection, ça veut dire des décisions qui parlent de dommages corporels, qu'elles viennent des décisions administratives, décisions judiciaires, qui parlent de dommages corporels et dans lesquelles on va véritablement discuter d'une indemnisation. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas sur Temia des décisions qui ordonnent le renvoi, qui ordonnent un complément d'expertise, simplement s'il n'y a pas au moins la discussion d'un poste de préjudice. Et nous pensons, et je pense que vous en faites l'expérience chaque jour, que les outils de recherche classiques, ceux qui fonctionnent avec des mots-clés, sont inadaptés pour cela et seront de plus en plus inadaptés au fur et à mesure qu'il y aura de plus en plus de décisions en open data qui vont se déverser à l'intérieur. Moi, j'aime bien dire que trouver la bonne décision de justice au soutien d'une argumentation, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. L'open data nous donne un peu plus d'aiguilles, mais nous donne surtout beaucoup plus de foin. Eh bien, trouver les aiguilles dans les bottes de foin, c'est ce que nous faisons et nous vous permettons de faire avec Temia. Supposons que vous ayez besoin d'avoir des informations sur des décisions qui concerneraient une victime mineure d'un accident de la circulation avec un DFP à peu près de 20%. Si vous rentrez ces mots dans votre moteur de recherche favori, et je ne vais pas en citer pour ne fâcher personne, bah, vous allez certes avoir les mots DFP, vous allez certes avoir les mots 20%, les mots mineurs, mais est-ce que les choses vont ensemble? Est-ce que le 20% va qualifier le DFP ou est-ce qu'il va qualifier par exemple une perte de chance ou un taux de réduction de la dette de réparation en raison de la faute de la victime? Vous ne pouvez pas vous en prémunir. Et puis, si vous cherchez 20%, en réalité, vous êtes aussi intéressé par les décisions qui concernent une victime qui aurait 21, 22, 23, 24, 25% peut-être de DHP, puisque finalement, les situations ne sont pas si différentes. Si, encore une fois, si vous vous imaginez faire une telle recherche avec votre moteur préféré de recherche, vous allez certainement avoir des difficultés. Maintenant, Clara va pouvoir vous montrer comment nous faisons avec Temia. Merci Christophe pour cette introduction. Donc, je vais vous présenter comment fonctionne Temia. Ensuite, on aura un temps d'échange si vous avez des questions, si je suis allée trop vite sur certains postes de préjudice. Donc, sur l'interface, vous avez à la fois les décisions qui s'affichent à droite et les critères qui s'affichent à gauche. On va activer un certain nombre de filtres, que ce soit sur les critères généraux ou sur les postes de préjudice. Donc, commençons par l'exemple que donnait Christophe. Dans un moteur de recherche de jurisprudence classique, on va essayer de trouver une jeune victime avec un taux de DFP en tapant des mots-clés dans cette barre de recherche. Avec Temia, on a la possibilité déjà de trouver uniquement des victimes qui sont concernées par un accident de la circulation.
On peut aussi choisir les dates de décision, les juridictions, les villes pour affiner notre recherche, mais là on est plus sur le profil de la victime. On peut donc sélectionner le sexe et surtout l'âge de la victime. Ce qui est intéressant, c'est de trouver des décisions qui ressemblent à notre cas, qui collent pas. Enfin, si on met 20 ans exactement, on aura moins de décisions, mais on peut trouver des décisions pour des hommes qui ont de 16 à 28 ans. On peut également activer un filtre sur leur taux de DFP. Donc, on parlait d'une victime qui avait plus de 20% de DFP. Et donc, la recherche se lance et on a bien des victimes qui ont entre 16 et 28 ans, d'hommes avec un taux de DFP supérieur à 20%. On peut affiner encore si on le souhaite. Et à chaque fois, on a un résumé de l'accident avec cet encart qui s'affiche et qui récapitule les atteintes que la victime a subies, où ces atteintes se situent-elles. S'il y a un décès, il va y avoir donc une petite. Si j'active le. Il y a une petite tête de mort et donc pas de. En général, pas de taux de DFP si le décès est survenu au moment de l'accident. On a ces résumés à chaque fois qui sont faits des décisions. Ça, c'était vraiment une recherche sur les critères généraux. Et quand on ouvre une décision, on a toutes les informations qui ont été extraites dans cette décision à gauche de l'écran. Et donc, et à droite de l'écran, quand on clique sur une décision, quand on clique sur un montant, pardon, on trouve l'endroit de la décision dans lequel ce montant a été chiffré. Ce qui est intéressant, ça va être de cumuler des critères généraux. Donc, prenons par exemple des hommes, puisqu'on sait que on avait fait un webinaire précédent qui montrait que les indemnisations étaient différentes entre les sexes, notamment pour le préjudice esthétique, le préjudice sexuel qui était mieux indemnisé chez les hommes que chez les femmes. Donc, on peut faire ces recherches en fonction du sexe, en fonction de l'âge, et activer tout un tas de postes de préjudice en fonction de ce que l'on est en train de chercher. Donc, une fois qu'on a reçu euh, l'expertise médicale, on va pouvoir mettre ici, pour les souffrances endurées, une cotation médico-légale. On va pouvoir aussi jouer sur ces filtres, sur le filtre de la décision, sur le filtre des montants de l'offre. Mais déjà, quand on clique sur une cotation médico-légale, on a ces boîtes à moustaches qui apparaissent. Et donc, on voit où les décisions sont situées euh, par montant. Ici, on est sur les montants décidés. Donc, je vais juste, pour avoir plus de décisions, enlever le sexe de la victime. Et donc, ici, on a ces boîtes à moustaches. On a 453 décisions où la cotation médico-légale était bien à 3,5 sur 7. Et à chaque fois, on va regarder où est-ce que les décisions se situent. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec les boîtes à moustaches, il y a à chaque fois une petite explication si on clique sur le i de cette boîte à moustaches. Je vais vous réexpliquer comment ça fonctionne. Donc, ici, ce trait au milieu sépare les 50 décisions les plus basses des 50 décisions les plus hautes. Donc, ici, on a 50% des décisions qui sont au-dessus de 8 000 euros. On a 25% des décisions qui sont en dessous de 6 000 euros et donc 50% des décisions qui sont entre 6 000 et 10 000. Si vous êtes du côté victime, ce qui va vous intéresser, ce sont les décisions qui commencent à être élevées. Donc 75% des décisions sont en dessous de 10 000. Ce que vous pouvez faire, c'est chercher les décisions par montant qui a été décidé minimum. Donc là, ici, vous n'avez que des décisions qui commencent à 10 000 et à chaque fois, vous voyez le montant qui a été décidé, le montant qui a été demandé et dans la mesure du possible, le montant offert. Il y a des décisions où ces informations ne sont pas données. Et donc après, à chaque fois, on va vérifier que l'information extraite est la bonne en cliquant sur un montant et il s'affiche dans la décision. Il y a la possibilité de voir cette décision sur Judi Libre pour les décisions des cours et tribunaux judiciaires et sur Légifrance pour les décisions des cours administratives. Vous pouvez aussi copier-coller ici. Ah, mince.
l'écran de Zoom qui s'affiche. Vous pouvez aussi copier-coller la référence de la décision, l'épingler, donc ranger ces décisions par dossier, donc soit des dossiers thématiques, soit des dossiers qui s'apparentent au dossier de votre client, et donc retrouver ensuite les décisions qui vous intéressent dans les dossiers ou dans les décisions épinglées. Ce qu'il est possible de faire, donc tout à l'heure on parlait des barres de recherche. Ce qui va être possible de faire, ça va être d'affiner par exemple une recherche pour le préjudice d'agrément au titre... donc on va chercher par exemple les victimes relativement âgées qui pratiquaient la randonnée euh, et on va regarder sur le préjudice d'agrément comment ces victimes sont indemnisées. Donc ici, on va avoir toujours ces boîtes à moustaches, mais ce qui va nous intéresser, c'est de voir où est-ce que le terme randonnée apparaissait dans la décision et combien est-ce que le préjudice d'agrément a été chiffré au titre de la pratique de la randonnée. Il est possible aussi de trier les décisions par montant décidé, donc soit croissant, soit décroissant. Ce qui va vous intéresser, ça va être de rechercher les montants les plus élevés. Vous pouvez aussi les trier par montant demandé, montant offert. Vous pouvez, donc, par exemple, regarder pour les offres qui ont été relativement basses, quelle est finalement l'indemnisation qui a été faite pour, euh, pour contrer une offre ou voilà. Donc là, vous cherchez ensuite par montant décroissant. Et vous vous rendez compte que même si l'offre avait été basse, vous pouvez aller trouver des montants d'indemnisation qui sont plus élevés. Il y a aussi la possibilité, par exemple, pour le préjudice sexuel, on va chercher uniquement la perte de libido et donc on active le filtre, pardon, préjudice sexuel. Et donc là, on va avoir... Ah mince, j'ai laissé activer la victime de 64 ans. Donc, on va avoir ici des préjudices sexuels qui sont indemnisés au titre de la perte de libido et à chaque fois, on voit le montant qui apparaît dans l'encart, ce qui vous permet de savoir si la décision est pertinente pour vous ou non. Il y a d'autres filtres qui sont intéressants, notamment tout ce qui va être préjudice d'affection. On va pouvoir mettre le lien avec la victime directe. Dans les critères généraux, il y avait la possibilité de dire si la victime avait survécu ou non. Donc ça peut être intéressant de regarder les préjudices d'affection pour des victimes survivantes. Donc à chaque fois, les critères généraux se cumulent avec les critères sur les filtres sur les postes de préjudice. Et donc, vous avez, quand vous cliquez sur le préjudice d'affection, uniquement des victimes qui ont survécu à l'accident ou au fait générateur et pour qui le conjoint a été indemnisé au titre du préjudice d'affection. Pour les assistances tierces personnes temporaires, il y a aussi, et permanentes, il y a aussi la possibilité de trier les décisions par montant et donc aussi par type d'assistance. Donc là, on a des décisions sur l'assistance tierce personne non spécialisée qu'il est possible de trier par montant décidé. Donc là, on voit qu'il y a une assistance à 30,70 € de l'heure. Et on continue pour voir des décisions qui peuvent nous intéresser avec à chaque fois la possibilité de jouer sur ces filtres. Si on a une assistance médicale, de mettre le filtre sur l'assistance médicale, etc. Ce qu'il est intéressant aussi de faire, c'est quand on a le choix entre différentes juridictions, c'est de regarder, de faire des statistiques sur des postes de préjudice. Donc là, par exemple, on va regarder le DFT dans la ville de Paris, à combien est-ce qu'il est indemnisé. Donc on a directement ces boîtes à moustaches. Ce qui est intéressant aussi, c'est de comparer l'administratif et le judiciaire. Sur l'administratif, on est beaucoup plus bas. euh, cours d'appel. On est beaucoup plus bas que pour le judiciaire. Ici, on a 50% des décisions, enfin 75% des décisions qui sont en dessous de 20 euros. Tandis que si on met ce filtre sur les juridictions judiciaires de Paris, on voit que 25%,
75% des décisions sont au-dessus de 25. Donc on change complètement de paradigme. Donc il y a cette possibilité de trier en fonction de la juridiction et de la ville, si on a le choix, bien sûr, du ressort dans lequel on veut, euh, on veut plaider. Je pense avoir fait le tour. Bon, je n'ai pas activé tous les filtres, mais pareil, vous pouvez regarder des victimes dans lesquelles, des cas où la victime avait un pourcentage de faute en raison d'un partage de responsabilité. À savoir que les montants qui sont affichés ont été retravaillés pour que ce soit le montant sans l'application du pourcentage de faute de la victime qui soit affiché pour des raisons statistiques, puisque là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la base sur laquelle l'indemnisation est faite. Euh, je pense avoir fait le tour et je serais ravie de répondre à vos questions sur les différents postes de préjudice pendant l'échange. Raphaël, je te donne la parole pour que tu nous expliques comment, comment tu as fait tout ça pendant les 3 derniers mois et qu'est-ce qu'il y a derrière tes mains. Merci beaucoup Clara, merci beaucoup pour la démo, pour avoir présenté la solution d'une manière très claire. Euh, En vrai, ouais, je vais vous expliquer très rapidement comment fonctionne Temia, comment on a pu mettre ça en place et aussi plus ou moins vers où on veut aller avec cette solution. D'abord, l'idée de Temia, en fait, c'était de faire ce que Christophe faisait déjà à son université auparavant, euh, mais d'une manière automatisée avec l'intelligence artificielle. On a pu se connecter à la base de Jeudi Libre pour extraire des décisions et avec toutes les décisions qu'on a pu extraire en open data, on a fait un filtre sur les décisions qui étaient intéressantes pour le dommage corporel. Et pour ces décisions-là, on a pu faire ce qu'on appelle des annotations ou des surlignages intelligents à l'aide d'un LLM de Claude ou de OpenAI ou même de Mistral, un LLM français, pour extraire toutes ces données-là que Claire vous a montrées et pour pouvoir créer des statistiques dessus. Euh, Comme ça, on a des informations qu'on n'avait jamais auparavant. Euh, le, la, la fonctionnalité clé de cette expression de Temia, c'est qu'en fait, toutes les annotations qu'on fait, elles sont basées sur des parties spécifiques du texte pour éviter au maximum les hallucinations. Comme Clara vous a montré, niveau fonctionnalité, ça nous permet de prendre n'importe quelle annotation qui a sur une décision. Du coup, par exemple, on voit que la demande de souffrance endurée est à 6 000 euros, par exemple. On peut cliquer dessus et on peut voir exactement où dans la décision on a trouvé ça. Ça nous permet à nous de vérifier que l'IA a bien fait son travail. Et en même temps, ça vous permet à vous de vérifier et de comprendre un peu mieux la décision, de pouvoir naviguer plus facilement sur la décision à travers ces annotations. Euh, dans Telmia, on a un système de triple vérification. D'abord, on fait les annotations intelligentes, puis ensuite, on utilise l'intelligence artificielle pour vérifier le travail de la propre intelligence artificielle. Ensuite, il y a une passe qu'on fait, nous, l'équipe interne de Temia, pour vérifier qu'il y a qu'il y a pas de manque dans des décisions d'information et que toutes les informations qu'on a sont bien exactes et bien référencées dans le texte. Et enfin, vous, les utilisateurs ou futurs utilisateurs de Temia peuvent aussi signaler des problèmes dans le texte au cas où il y ait des choses qui apparaissent qu'on n'a pas vu, ni l'intelligence artificielle, ni nous, l'intelligence humaine, on a pu vérifier auparavant. Ça, c'est plus ou moins comment on a pu créer la solution de Temia. Si vous avez d'autres questions par rapport à, par exemple, comment on store les données, comment on garde les données et comment on veut évoluer le produit, je serais ravi de répondre à ces questions-là pendant la discussion.
Euh, Christophe, je te Ouais, laisse. merci à chacun de vous. Alors, on a essayé avec Clara de répondre au fur et à mesure aux questions qui étaient dans le chat. J'imagine que chacun peut ouvrir le chat s'il le souhaite. Pardon, il faut que je vous autorise à reposer les questions si vous le souhaitez. Je sais plus comment on fait. Voilà, vous pouvez réactiver vous-même votre micro à partir de maintenant. Je vais arrêter l'enregistrement.